Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on vous présente une vidéo que beaucoup de gens attendaient, le résultat d'un grand match avec les deux smartphones, ou peut-être les deux photophones parmi les plus connus de l'année. Évidemment, celui-ci. L'iPhone 13 Pro, bien sûr. L'Apple. Et celui-ci. Le Google Pixel 6 Pro aussi. Et donc c'est toi, Louis, qui a passé plusieurs journées à embêter tout le monde, parce que tu as dû shooter tout le monde et tout ce que tu voyais pendant plusieurs jours pour voir à la fin lequel fait les meilleures photos. Ah, tu veux savoir lequel fait les meilleures photos directement maintenant Je sais que tu vas nous dire à la fin. Ouais, je sais pas si je vais te le dire, il faut que tu sois sage pendant toute la vidéo. Puisqu'on vous a préparé aussi un protocole de test. Alors évidemment, la photo, c'est subjectif, il y a plein de choses qu'on ne peut pas vraiment comparer, mais quand même, au bout de plusieurs photos, dans plusieurs situations, avec tous les modules de ces photophones, on pourra vous donner quand même un résultat sur ce match, sachant que on est avec deux très bonnes références, parmi les deux meilleures peut-être références. Je pense qu'on peut dire qu'on est parmi les deux, on est sur les deux meilleures références de la photo sur smartphone en 2021. Alors, on rappelle aussi que c'est un versus de photos, donc vous aurez aussi peut-être vos préférences. Vous aurez aussi des écrans différents sur lesquels vous allez voir les comparatifs et les centaines de photos que Louis a prises. Donc peut-être que certaines photos paraîtront mieux ou pas selon vos écrans. On a essayé de faire un maximum de situations, un maximum de conditions et de tester tous les modules et toutes les fonctionnalités de ces appareils pour vous donner une synthèse la plus complète possible, même si on ne pourra jamais faire 100% complète. Ah oui, c'est que là maintenant on est sur des niveaux de photos très élevés et puis chaque appareil propose des dizaines de modes, de couleurs, en fonction des situations, en fonction des personnes, en fonction des animaux ou des plats à manger. Donc forcément c'est très vaste et on ne peut pas tout faire tout le temps. Mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. C'est le mantra des numériques. C'est parti. Alors commençons déjà, en fait, comme dans un combat de boxe, il faut connaître un peu le poids et les atouts de chaque boxeur. On a deux téléphones donc haut de gamme, dont le point commun est d'avoir 3 modules photo vidéo. Et pour le reste, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a des spécifications spécifiques? Alors oui, on peut dire qu'il y a des spécifications assez particulières selon les smartphones, puisque chez Apple, comme depuis plusieurs années maintenant, on reproduit un triptyque de 3 capteurs de 12 mégapixels. Un capteur donc très grand angle, un capteur grand angle, un capteur téléobjectif. Alors les focales ont un peu changé, les capteurs ont un peu changé, mais la définition reste la même à 12 mégapixels. Et avec le Pixel 6 Pro, Google a un peu revu sa formule, puisque à présent, le module principal est équipé d'un capteur de 50 mégapixels. Le module téléobjectif voit sa focale s'allonger et gagne lui aussi un module de 48 mégapixels. Et le module ultra grand angle, lui, par contre, passe de 16 mégapixels sur le Pixel 5 à 12 seulement sur le Pixel 6 Pro. Ce qui est intéressant maintenant cette année, c'est qu'avec le Pixel 6 Pro, on le disait, Google intègre pour la première fois un module téléobjectif dans son smartphone, le plus haut de gamme. Voilà pour le triptyque des caméras dorsales. Et qu'est-ce que ça donne pour la caméra la plus importante pour nous tous, bien sûr, le selfie, la caméra frontale? Alors, sur le selfie, les constructeurs américains ne font pas dans la débauche de mégapixels comme on peut le voir sur les constructeurs chinois. On reste sur du assez classique, un module avec 12 mégapixels chez l'iPhone, ils adorent le 12 mégapixels. Et chez Google, on est sur un module de 11,1 mégapixels, c'est important de le préciser. Du coup, côté spécification, est-ce qu'on a déjà un pré-vainqueur ou quelqu'un qui part un peu avec de l'avance? Alors, sur le papier, vraiment, si on regarde que ça, il faut dire que Google, il frappe très fort avec des modules beaucoup plus définis, avec un téléobjectif qui va plus loin. Donc, il essaye de se calquer un peu sur ce que propose par exemple Samsung ou ce que propose Xiaomi, pour ne parler que d'eux. Et effectivement, sur le papier, toujours sur le papier, Apple, c'est beaucoup plus classique. Ça reste standard, dans la norme de ce qu'ils proposent depuis plusieurs années. Mais on sait qu'en photo sur smartphone, quelque part, le logiciel, le software compte bien plus que le hardware. C'est clair. Allez, on va tout de suite commencer à regarder des photos. Alors, on va commencer par une forme de jeu, parce que c'est un peu compliqué sur votre écran de téléphone, même sur votre écran de télé, de déterminer quelle photo est quelle photo, mais on peut essayer de s'en rapprocher. On va essayer de vous indiquer comment fonctionnent les deux téléphones, quel est le rendu que propose chaque smartphone. Parce qu'on est sur deux très bons téléphones, indéniablement, on est sur deux très bons photophones. Et le diable se cache dans les détails, si tu veux. Parce qu'ils vont tous les deux avoir un rendu un petit peu différent. Alors là, on va parler vraiment de chipotage, parce que c'est vraiment sur des petits mouvements d'ombre, des petites colorimétries. Les gens, ils sont là pour ça. Ils sont là pour couper des pixels en 4. Et comme tu le dis, on n'est pas là. Je pense qu'on n'est plus en 2012 où des téléphones étaient vraiment nuls et d'autres excellents. Là, comme tu dis, c'est plus des approches de traitement d'image. Complètement. Aussi. Alors, cette première photo qu'on voit, très colorée, avec une petite installation de façade d'immeuble. Il faut que je découvre qui fait quoi. C'est ça. Sans regarder l'intitulé de la photo, parce qu'il y a quand même un gros indice. Je peux juste te dire que je vois plus de texture à gauche dans les hautes lumières, notamment au haut de l'immeuble, et je vois plus de détails dans les basses lumières avec l'arbre au premier plan à droite. Oui. C'est les deux différences
on va dire, principal que j'aurai, avec peut-être des couleurs légèrement plus saturées dans les bleus à gauche. Du coup, la photo que je préfère, j'ai une photo qui est plus, on va dire, qui est plus contrastée à gauche et qui est plus, avec plus d'informations à droite, je sais pas, c'est compliqué. Je crois que tu as résumé un petit peu tout ce qu'on voulait dire en quelques phrases, donc je pense qu'on peut y aller, c'est bon, c'est facile. Parce qu'en fait, voilà, ce qui est important de noter sur ces deux smartphones, et qu'on va à peu près retrouver dans quasiment tous les cas de figure, de jour, de nuit, en mode portrait, au grand angle, au téléobjectif, au très grand angle, c'est que le Pixel, il utilise un mode HDR un peu plus poussé que l'iPhone, donc il débouche les ombres plus nettement. D'accord. Et l'iPhone de son côté, lui, il va garder un peu plus de contraste et il va sursaturer légèrement plus les couleurs. D'accord. Ce qui fait que, en fait, là, comme si tu as pu le deviner, hein, après ce que je viens de te dire là, à droite, en fait, on a la photo du Pixel, parce qu'on note justement dans... Alors, c'est des détails, mais on note sur l'arbre au premier plan qu'il y a moins d'ombre, qu'on récupère plus de données. Et quand on regarde à gauche, notamment le ciel, ou même si on se penche vraiment sur les volets de couleurs, on voit qu'ils sont ils sont plus colorés, ils sont plus saturés sur la photo de l'iPhone. C'est vraiment la principale différence entre ces deux smartphones, en fait. C'est qu'il y en a un qui est plus saturé et l'autre qui va plus déboucher les ombres, proposer des dynamiques plus élevées. C'est un choix des constructeurs. Voilà, le problème c'est qu'on est en face de deux très bons smartphones. Du coup, on ne peut pas dire il y en a un qui est vraiment. Alors, on peut préférer l'un ou l'autre rendu, mais on n'est pas sur des mauvaises photos au global. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, les iPhones ont eu ce trait de caractère où vous avez l'air d'être moins saturé que la concurrence Android, mais avoir des couleurs un peu plus justes. Et là, c'est marrant parce que des deux, c'est l'iPhone qui est le plus saturé. Alors, est-ce qu'il est plus saturé de manière naturelle ou pas? C'est encore à vous de voir. On vous rappelle qu'en plus de cette vidéo, on vous donnera accès aux fichiers pour que vous puissiez vraiment les comparer de très très près. On va voir une autre situation maintenant. On est sur le module principal. On est sur le principal toujours, effectivement. Donc on vous rappelle que les modules principaux sont des modules qui sont entre 24 et 25 mm en équivalence. C'est ça, on est plus sur 26, 25, et si on veut vraiment, encore une fois, chipoter. Autre situation très intéressante, parce qu'on est sur la fameuse photo que tous les smartphones et les photophones détestent et que les hipsters adorent, la photo de contre-jour. Bien sûr. Et là, on a une différence claire, enfin moi je vois une différence un peu claire, juste dans le rendu du soleil, en fait. Je vois aussi du lens flare d'un côté et un lens flare très différent de l'autre. J'ai l'impression, on voit avec les mouvements des gens que ces photos ont été prises au même moment littéralement. Je pense que je préfère celle de droite parce que celle de gauche, du coup, le soleil est plus visible, mais du coup, on voit ce côté un peu œuf au plat parfois, ce syndrome qui fait qu'on a une zone qui est vraiment brûlée, clairement. Là où la zone brûlée, elle est un peu mieux intégrée à droite. Après, c'est vraiment une question de goût de couleur. Ouais, mais encore une fois, là, on va bien voir que le Pixel va bien plus déboucher les ombres et va bien plus camoufler cet effet œuf au plat du soleil, puisque le Pixel en fait, est à droite ici. On va notamment voir sur l'écriteau sur le café, là, qu'on va plus facilement lire chez le Pixel que chez l'iPhone. Et encore une fois, ces couleurs plus neutres, plus pastel, si on peut dire, chez le Pixel, alors que chez l'iPhone, c'est comme un peu plus pétant. Concernant la gestion du lens flare ou de l'effet de ghost dans le cas présent, j'avais noté, selon les photos, que le Pixel se débrouillait mieux, que l'iPhone se débrouillait mieux. Et en fait, ça varie tellement qu'on ne peut pas dire que un tel ou tel smartphone fait mieux dans ce domaine. Ça dépend vraiment des photos, ça dépend vraiment des situations. Là, on n'est pas sur des optiques de très 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 haut de gamme, comme on peut voir dans la photographie ou le cinéma. Évidemment. Donc, on va retrouver ces effets-là. Il aurait suffi que je bouge d'un demi-millimètre pour que le Pixel ait aussi ce beau halo vert dans cette photo. Ça fera plaisir à J.J. Abrams. Ah oui. Troisième cas sur le module grand angle, et on s'arrêtera là, puisqu'après on a d'autres modules, mais vous inquiétez pas, on vous rappelle qu'en lien dans l'article, vous aurez toutes les photos pour avoir d'autres comparatifs. Là, il ne peut pas y passer 3 ans non plus. Alors, lequel fait quoi? J'imagine que, évidemment, celui qui relève le plus les basses lumières, c'est le Pixel. Et ce que je vois aussi, c'est que la verrière qui supplante un peu toute la partie supérieure de la galerie est beaucoup plus définie et détaillée côté gauche que côté droit, donc j'imagine côté Pixel. Par contre, je trouve que les couleurs de l'iPhone me paraissent beaucoup plus flatteuses, mais aussi assez réalistes, là où celles du Pixel me paraissent un peu fades. Et oui, c'est le jeu à trop vouloir remonter les basses lumières. Du coup, on a une photo qui est quand même assez neutre, voire un peu trop claire. Après, on a aussi une photo qui est plus définie chez le Pixel parce qu'il a un capteur plus défini, donc il propose nativement et on ne peut pas le changer du pixel binning. Donc c'est 50 mégapixels qui sont fusionnés en plusieurs photos pour en donner une seule 12 mégapixels. Donc on a quand même un résultat plus défini. Oui. Et effectivement, c'est plus lumineux parce que les basses lumières sont plus facilement remontées chez le Pixel que chez l'iPhone. Après, chez l'iPhone, les couleurs sont plus vives, plus flatteuses, et c'est un choix opéré par Apple cette année, qu'on avait déjà remarqué dans nos tests en laboratoire. Voilà, on a des couleurs parfois plus saturées.
On n'est pas au niveau de ce qu'on retrouvait chez les constructeurs asiatiques tels Samsung ou encore Xiaomi qui eux, ont un peu la main lourde au niveau saturation. Mais c'est des couleurs un peu plus flatteuses pour les amateurs de photos et pour l'utilisation sans doute sur les réseaux sociaux qui est un peu le nerf de la guerre en photophone. Donc sur le grand angle, j'ai l'impression que victoire technique plutôt pour le Pixel et après, artistiquement, c'est plutôt à votre préférence. J'imagine que si vous, effectivement, vous faites des photos pour les exporter, les publier telles quelles et les partager telles quelles, l'iPhone peut-être est plus flatteur dès le début. Et si vous avez envie de les retravailler un peu, de les retoucher, le Pixel sera peut-être, vous donnera plus de latence et de latitude de retouche. Peut-être un peu plus, c'est vrai on peut partir du principe qu'avec des couleurs un peu plus neutres, il est plus facile de les modifier. Après, pour ceux qui veulent vraiment se plier au jeu de la retouche, il est possible de shooter en RAW sur les deux smartphones, donc c'est-à-dire le fichier brut, et après d'appliquer sa propre tambouille avec des logiciels de développement sur le smartphone. Mais là encore, c'est pour un public d'amateurs très éclairé, et pas tout le monde n'a envie de s'embêter à retoucher ses fichiers sur smartphone. Lançons-nous maintenant dans le deuxième module, c'est le module ultra grand angle. Alors lui, pendant longtemps, les modules ultra grand angle, les téléobjectifs étaient, je ne vais pas dire bâclés, mais quand même moins perfectionnés que le grand angle. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces smartphones, ces photophones un peu stars, on a des bonnes photos en ultra grand angle en général? Alors, on ne pourra plus dire que c'est le parent pauvre des modules de smartphone. Enfin, Apple et Google ne vont pas dire que c'est leur parent pauvre. Et on fait des photos très qualitatives. Après, c'est clairement pas les meilleurs modules, les meilleurs capteurs, les meilleures optiques qui sont dans ces modules ultra grand angle. Chez le Pixel et chez l'iPhone, la principale différence, c'est que le module ultra grand angle du Pixel, en fait, il n'est pas si très grand angle que ça, en fait. Il diffère pas beaucoup du module principal. Alors, si on parle juste en petits chiffres mathématiques, on passe de x1 à x0,7. D'accord. Quand chez l'iPhone, on passe de x1 à x0,5. Donc on divise vraiment la focale par deux. Donc on a un angle de champ bien plus large chez l'iPhone. Ce qui peut être plus intéressant pour les photos de groupe, pour les paysages, pour les bâtiments. Disons que c'est plus différenciant la focale de l'iPhone. C'est ça, voilà. Tu as raison, en fait, avant même de voir laquelle est la meilleure des deux photos et quel est le style et l'école de photo qui est appliquée, tu as raison, on voit que dès le début, on reconnaît la photo de l'iPhone dont l'angle de vision est beaucoup plus large et l'aspect grand angle est beaucoup plus prononcé que sur la photo du Pixel. Oui, j'étais au même endroit à chaque fois, on n'a qu'à le voir justement au sol, on le voit bien, quand on voit l'emplacement des ronds de chaque côté, ou les ronds qui sont des dalles, je ne sais pas, sur le Pixel sont bien plus proches de moi qu'elles ne le sont sur l'iPhone. Après, avoir un plus grand angle, ça pose aussi la question de la distorsion en photographie. Et oui, c'était le point important sur l'ultra grand angle. Comment ils géraient la distorsion sur ces deux smartphones? Alors nativement, ils corrigent la distorsion. D'accord. Et donc, ils arrivent plutôt à faire un job assez correct, notamment quand on voit en fond les bâtiments, ils sont plutôt c'est plutôt droit. C'est plutôt droit. Après, là, on voit pas trop parce que les gens sont pas très proches de moi, mais s'il y avait une personne qui était passée devant, là, je pense que ça aurait été un peu plus dur parce que au bout d'un moment, plus on se rapproche d'un très grand angle, plus ça déforme. C'est comme ça. Et il n'y a pas non plus des miracles à faire, mais ils corrigent quand même plutôt pas mal nativement. Et c'est plus vraiment un problème. Après, ce petit effet déformant, ce petit effet parfois fisheye, c'est aussi ce qu'on recherche quand on fait de la photo au très grand angle sur smartphone. Donc, on peut dire que c'est parfois bienvenu. Alors côté couleur, j'ai l'impression qu'on reconnaît maintenant bien les deux styles. Je reconnais la photo de l'iPhone avec un gazon bien vert, un ciel bien bleu, donc qui fait bien ressortir les nuages. Et côté Pixel, eh bien, effectivement, des couleurs qui sont peut-être moins contrastées mais plus détaillées. Et effectivement, je vois que les personnes qui sont assises dans l'ombre, à l'ombre de l'arbre, à gauche de la photo, on les voit beaucoup mieux que sur l'iPhone. Donc là encore, on retrouve sur les modules ultra grand angle l'école Apple et l'école Google. C'est ça, c'est un peu ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que voilà, les couleurs sont quand même bien plus saturées chez l'iPhone et le sont pas bien moins, mais moins chez le Pixel. Après, sur le module grand angle, Google gagnait un peu le match au niveau de la technique puisqu'il avait des photos beaucoup plus détaillées, puisqu'il a quand même un module de 50 mégapixels. Ici, on a deux modules de 12. Donc, voilà, Google ne peut plus dire « Ah, je domine aussi largement », puisque de toute façon, là, la seule vraie distinction, c'est cette fonction HDR qui va vachement déboucher les ombres. Et est-ce qu'on ne préfère pas quand même la photo de l'iPhone? Elle est plus saturée, elle est peut-être un peu moins naturelle, mais notre ciel, il est quand même bien bleu, là, il est quand même bien joli. On aime les ciels bleus. Il faut avoir des likes sur Instagram. Deuxième cas d'ultra grand angle, et ce coup-ci, tu as fait des photos à la verticale, parce que c'est aussi maintenant la manière dont tout le monde fait des photos un peu naturellement. On m'a forcé aussi. Ah oui, oh le puriste. Alors, photo verticale, et on va comparer les deux. J'ai l'impression que l'iPhone, c'est celui qui est à
gauche. Bien Parce vu. que juste pour la perspective, elle est beaucoup plus accentuée sur l'iPhone que sur le Pixel. Ce qui m'étonne, c'est qu'on retrouve bien le bleu de l'iPhone, un bleu très flatteur dans le ciel, très bien, donc ça fait un plus beau ciel, avec des nuages qui se détachent plus, j'ai l'impression. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que ce coup-ci, à droite, les arbres et les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle sont plus chaleureuses sur le Pixel du coup. Là, c'est un peu pas un problème, mais quelque chose qu'on va voir fréquemment, c'est que, mettons, on va analyser 100, 200 photos, 300 photos faites en smartphone, et là, on va écrire le Pixel il sature moins, l'iPhone il sature plus, emballer c'est pesé. Et puis d'un coup, les 3, 4, 5, 10 photos qu'on voit après, on se dit ah mais non. En fait, non, pas du tout. En fait, c'est l'inverse. En fait, je sais plus où j'en suis. En fait, c'est qu'on ne peut pas dire dans l'absolu, à 100% des cas, l'un sature plus, l'autre sature moins, mais que c'est plutôt dans une très grande majorité l'iPhone qui fait des photos plus saturées que le Pixel, mais à quelques exceptions près, dans certaines parties de certaines images, d'un coup, le Pixel, il nous surprend en proposant des images plus chaleureuses, des photos... Des photos plus chaudes avec comme là des feuilles un peu plus présentes. Voilà. Ce qui vous raconte aussi, et encore une fois, que le traitement en local de ces machines, qui se fait avec notamment du machine learning et beaucoup de choses, ce sont des fois des traitements locaux, hein, c'est pas toute l'image qui est retouchée. Des fois, lorsque les smartphones font des photos, ils vont choisir des éléments d'image, ils vont les retoucher à leur sauce, c'est ce qu'ils comprennent en tout cas être le meilleur compromis ou le meilleur traitement. Donc là, c'est un cas qui est assez intéressant. Après, là, on voit bien quand même que le ciel du côté de l'iPhone à gauche est quand même beaucoup plus bleu, beaucoup plus saturé, alors qu'il est presque plus délavé chez le Pixel. Si on regarde aussi dans le détail, la barre là, qui empêche les voitures de passer, sinon elles tomberaient dans l'eau, et bien on voit bien que le rouge, il est quand même bien vif chez l'iPhone, alors qu'il est plus pastel, presque bordeaux chez le Pixel. Donc on reconnaît quand même qu'il y a un choix opéré par les constructeurs à ce niveau-là. L'iPhone, ça fait pour péter un peu plus. Le Pixel, c'est plus neutre. Ils retombent quand même un peu sur leurs pattes quand on regarde l'image dans les détails. Troisième module maintenant, le fameux téléobjectif, qui lui aussi est un objectif très à la mode, mais qui a été un petit peu délaissé des fois en termes de spécification par rapport à ses autres frangins. Ici, on va voir, il y a deux approches un peu différentes et déjà deux objectifs qui sont un peu différents aussi. Concernant le téléobjectif, on est bien sur deux approches différentes, puisque du côté de l'iPhone 13 Pro d'Apple, on est sur un module x3, c'est-à-dire que ça correspond à 3 fois l'angle de champ proposé par le capteur grand angle, alors que concernant le téléobjectif du Pixel 6 Pro, on est sur un module x4, donc qui zoome bien plus que l'iPhone. Et on est aussi deux logiques différentes concernant les capteurs, puisque sur l'iPhone, on est encore sur du 12 mégapixels, hein, ils adorent ça, mais chez le Pixel 6 Pro, on est sur un capteur de 48 mégapixels, donc bien plus défini. Alors on va le voir, ça va se voir tout de suite. Hein. Regardez, on va revenir sur une photo du tribunal de commerce de Paris qu'on a vu tout à l'heure avec l'ultra grand angle, ici avec les téléobjectifs. Et effectivement, ça se voit immédiatement puisque du côté de l'iPhone, vous avez donc ce qu'on appelle un téléobjectif, on va dire un peu modéré, puisqu'il permet de voir encore les personnes au premier plan, plus de murs, etc. Là où sur le Pixel 6, on ne voit vraiment que le tribunal du commerce et on est beaucoup plus avancé dedans. J'ai l'impression que globalement, chez Google, on est plus côté téléobjectif et moins grand angle, et chez Apple, on est plus côté grand angle qui est plus exagéré et moins côté téléobjectif. C'est aussi une préférence, encore une fois, et une école entre les deux. C'est aussi un choix. C'est vrai que le téléobjectif, c'était plus trop à la mode. On a vu d'abord des modes portraits avec cet objectif il y a quelques années, puis ça a été un petit peu délaissé au profit du très grand angle, parce que les gens, des fois, ils préfèrent prendre des plus grands paysages que des trucs très zoomés. Mais en 2021, plusieurs smartphones nous ont proposé des téléobjectifs un peu plus poussés, et c'est notamment le cas de Google, qui a une focale assez longue. Et on voit encore ici le choix des constructeurs au niveau colorimétrie, puisqu'on voit que chez l'iPhone, c'est quand même très bleu, très saturé, alors que chez le Pixel, c'est quand même un peu plus neutre, les couleurs. Intéressant de voir que les couleurs sombres là, elles ne sont pas exagérément relevées sur Google Pixel, et ce qui lui donne, je trouve, un contraste beaucoup plus convaincant qu'on avait pu voir dans la galerie. Là où effectivement la photo fait un peu plus molle sur l'iPhone d'un point de vue luminosité. Mais comme tu dis, en fait, il n'y a pas de règle exacte. On retrouve des approches, mais qui ne marchent pas à tous les coups. Donc là, c'est vrai que l'image qui me paraît la plus contrastée, c'est celle du Pixel. Oui, parce que là, on fait selon les situations, selon la position du soleil, et puis aussi selon le type de focale. Il y en a qui sont plus ouvertes, il y en a qui sont moins ouvertes. Donc effectivement, dans le cadre du Pixel 6, là, on peut dire que le HDR a été moins poussé et la photo conserve un peu plus de contraste. Et du côté de l'iPhone, par contre, effectivement, il débouche un peu plus. Et il y a cette espèce de, on pourrait presque dire un voile atmosphérique, tu vois, cette espèce de teinte blanchâtre qu'on voit sur les arbres au premier plan, sur le dôme de la bourse de commerce, qui n'est pas forcément la plus flatteuse. De ce point de vue-là, on peut dire vraiment que, sans se tromper, que le Pixel 6, de toute façon, il propose le meilleur objectif entre les deux smartphones. Et nous, dans nos tests en labo, on a vu que le Pixel 6 Pro proposait vraiment le meilleur téléobjectif au global de tous les smartphones qu'on a pu tester jusqu'à présent. Donc là, on a vraiment le champion par rapport à l'autre, et c'est clair que
Pour moi, sur ces photos, c'est une victoire claire du Pixel 6 Pro. Oui. Bougeons maintenant du centre de Paris vers l'est parisien. Et du coup, Louis, tu as été sur la place de la Bastille pour tester. C'était l'objectif sur notre deuxième cas de test. Oui, et donc là, encore une fois, on voit que le Pixel 6 Pro zoome bien plus, puisqu'on distingue plus nettement le petit bonhomme en haut de la statue. Par contre, là encore, on a un choix de couleur qui est assez étrange et qui va peut-être à contre-courant de ce qu'on disait précédemment en disant que l'iPhone proposait des couleurs toujours plus sursaturées et que le Pixel proposait des couleurs plus neutres. Là, on voit que le téléobjectif de l'iPhone, il galère un peu plus avec la gestion des lumières, il débouche à pleine balle, il n'arrive pas vraiment à restituer tous les détails, alors que sur le Pixel 6 Pro, on est quand même sur une photo qui est très très propre. Et si on s'amusait à zoomer dans l'image, je peux vous assurer que le petit ange est quand même bien plus net jusqu'au point où il faut être net sur la photo du Pixel 6 Pro, alors que sur l'iPhone, c'est très vite une petite bouillie de pixels. Je suis d'accord avec toi, je suis assez choqué par la photo de l'iPhone 13 Pro qui là-dessus fait un peu grossière. J'ai presque l'impression que ça a été dessiné tellement que les ondes sont brutales. Là où sur le Pixel 6 Pro, je trouve qu'il y a une vraie douceur et un vrai dégradé des teintes entre les zones, vous voyez, qui sont ombragées et les zones qui prennent vraiment la lumière plein pot. Et là, du côté de l'iPhone, j'ai l'impression que ça brûle d'un côté comme de l'autre. Encore une victoire du Pixel 6 Pro pour moi, c'est clair. Hein. Le téléobjectif, ça a été délaissé sur le Pixel 5 et là, il revient en force sur le Pixel 6 Pro. Après, voilà, c'est un objectif qui n'est pas toujours très utilisé, mais les gens aiment bien avoir des photos zoomées de façon générale. Donc, on va voir si avec le nouveau Pixel 6, le téléobjectif va de nouveau se démocratiser. On attaque la quatrième caméra, évidemment la plus importante de l'histoire de l'humanité. Le mode selfie, bien entendu, comme il vient de le présenter avec son jeu d'acteur. C'est très important, c'est très important. Alors cette quatrième caméra qui aussi est une caméra qui à la fois était une caméra un peu du pauvre par rapport aux autres et à la fois une caméra très importante et on a vu tous les constructeurs faire beaucoup d'efforts ces derniers temps sur cette fameuse caméra frontale. Et qu'est-ce que ça donne entre le Pixel et l'iPhone ? Alors, le Pixel et l'iPhone, eux, ils disent au niveau marketing qu'ils ont beaucoup travaillé dessus. Après, ils ne rajoutent pas autant que peuvent faire des constructeurs tels Oppo, par exemple, qui proposent des modules frontaux hyper définis. Mais quand on prend des photos avec ces deux smartphones, ce qu'on va vite repérer, notamment sur les visages, et ce qu'on voit aussi dans les modes portrait, c'est que la caméra du Pixel 6 a tendance à donner des images toujours un peu plus détaillées sur les visages. D'accord. Alors ça, du coup, est-ce que c'est un avantage ? Parce qu'on l'a vu sur des couchers de soleil, on l'a vu sur des galeries, des immeubles, etc. Mais sur des visages où la plupart des clients, et notamment dans certains continents, aiment avoir des peaux lisses comme celle de bébé, est-ce qu'avoir du piqué et donc des détails, c'est un avantage ou pas ? Alors, ça peut être un avantage pour certains puristes de la photographie de personnes, de visages. Après, si ça marche comme ça chez les Pixel, c'est parce qu'ils ont une espèce d'algorithme qui va corriger les visages pour que ce soit toujours le plus net possible. Ils le mettent en avant dans des vidéos assez frappantes, où même quand quelqu'un bouge, que ce soit en module selfie ou en module principal, d'un coup, l'image va être un peu rattrapée pour avoir une photo toujours assez nette. Ce qui fait que sur une photo, quand vous ne bougez pas, vous faites un portrait de vous ou un portrait de quelqu'un d'autre, et bien là, ça va être encore plus net. Donc, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Après, il propose aussi, ce que ne propose pas l'iPhone, il propose un petit ajustement du lissage. Ils ont 3 critères, ils n'ont pas de critères, ils ont subtil et avancé. Donc, pour vous transformer plus ou moins en poupée de cire à l'image de ce que proposent certains smartphones, notamment chinois. Ouais. Certains pourront l'apprécier quand ils feront des autoportraits. Autre point aussi, on retrouve l'image un peu plus saturée de l'iPhone. Est-ce que vous avez envie d'avoir un teint plus blanc, pâle, neutre ou un teint un peu plus enjoué sans tomber dans le salon de bronzage, la cabine de bronzage? Mais on le voit à l'image, encore une fois, les deux approches sont ce qu'elles sont et il n'y en a pas là-dessus une meilleure que l'autre, ce sont un peu deux écoles. Et j'ai l'impression que ton teint est entre les deux, mais même je dirais plus que ton teint est plus proche de l'iPhone en fait. Oui. J'ai l'impression que c'est très très pâle. Tu vois, tu pourrais être The Witcher avec le Pixel 6 Pro. Oui, ben je postule d'ailleurs. Je fais la doublure main d'Henry Cavill. Et du coup, effectivement, l'iPhone propose toujours des photos un peu plus flatteuses au niveau de la colorimétrie, ce qui pour les visages est quand même un certain avantage. Après, il y a une petite subtilité chez Pixel que je dois vous avouer que nous, on n'a pas mis en pratique, c'est qu'ils expliquent que pour les teints de peau, notamment des personnes d'ethnie différentes que caucasiennes, ils ont travaillé dessus pour mieux restituer les peaux asiatiques, les peaux noires. Bon voilà, c'est jamais parfait, mais c'est quelque chose que Pixel met en avant. Et kudos Google là-dessus. Voilà, on a vu des tests, c'est plutôt convaincant. Par contre, sur les visages, on va dire caucasiens, moi je dois préférer le teint offert par l'iPhone. Après, le Pixel fait aussi de jolies photos, mais c'est toujours un peu plus pâle. Mais ça, c'est comme plus chirurgical. Voilà. C'est détaillé, un peu plus pâle. Bon, en gros, t'es mort, quoi.
Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de tous les modules, on va parler aussi des modes qui eux-mêmes influencent en bien ou en mal les modules. Et on va commencer par un mode qui avait été inauguré par Apple il y a quelques années, qui est devenu très populaire, c'est le fameux mode portrait avec, on est d'accord Louis, une sorte de flou artificiel. Oui, en fait, ils veulent simuler l'effet de profondeur de champ qu'on retrouve sur les optiques des appareils photo traditionnels. Et effectivement, pour cela, il faut bien faire sortir le sujet qui est de l'avant-plan par rapport à l'arrière-plan. Et ça implique de flouter un peu l'arrière-plan et de bien détourer le sujet. Alors, sur les premiers smartphones qui faisaient ça, surtout les iPhones, c'était un peu fait à la serpe. Et donc, ça faisait un peu comme si on avait mis un aplat flou derrière vous et la moitié de vos cheveux était pris dedans. C'était pas hyper réussi. Maintenant qu'ils se sont grandement améliorés, ils ne proposent pas un résultat qui se rapproche complètement de ce que font les appareils photo traditionnels, mais on a quand même des choses qui sont assez intéressantes et qui permettent d'avoir des effets esthétiques plutôt réussis. Alors comment justement, parce que le mode portrait il est fonctionnel sur plusieurs optiques, on va commencer par, on va rester sur le bloc frontal pour les selfies. Ça va intéresser encore beaucoup de personnes d'avoir ce mode portrait selfie. Qu'est-ce qu'on voit ici entre les deux téléphones? Tu parlais notamment du détourage des cheveux qui est toujours très problématique. Et je fais un bisou à tous les graphistes et aux gens qui ont détouré, les photographes qui ont détouré des cheveux jusqu'à la fin de la nuit. Entre l'iPhone et le Google Pixel, alors on retrouve encore une fois ce côté plus défini, plus net du Google Pixel par rapport à l'iPhone. Mais pour le mode portrait, ce qui est intéressant, c'est que le détourage du Pixel, il est impressionnant. Oui, le Pixel, il a tendance à toujours proposer des photos toujours un peu plus nettes, mais surtout à bien vous détourer, de façon à ce que tout votre visage, tous vos cheveux, voire une partie de vos vêtements, soient bien à distinguer de l'arrière-plan. C'est quelque chose qui est très bien fait, voire trop bien fait, parce que si on essaie de se rapprocher de ce qui se fait en photographie traditionnelle, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, puisque selon les optiques, selon le capteur, en fait, votre nez va être net, mais vos yeux vont être flous, ou l'inverse. Tout votre visage ne va pas forcément être super net et très séparé de l'arrière-plan. Du coup, ce qu'on voit sur l'iPhone, finalement, c'est peut-être moins spectaculaire, c'est plus naturel. Et c'est vrai que maintenant que tu me le dis, j'ai l'impression que sur la photo du Pixel, tu as quasiment un fond différent, tu es superposé sur un fond et on voit que ta veste, elle n'est pas reconnaissable et le fond n'est pas reconnaissable. Là, sur l'iPhone, j'ai l'impression que tu as raison, le dégradé de flou, on va dire, le bokeh comme on l'appelle, il est plus naturel dans son accentuation et qu'on voit effectivement une différence entre la lampe tout au fond de la salle dans laquelle tu es et le col un peu en fourrure de ta veste. Là, effectivement, j'avoue qu'à droite, on ne reconnaît plus rien de rien. On dirait qu'elle a été un peu effacée. Après, chez l'iPhone, le problème, c'est que comme ils vont essayer de faire une espèce de dégradé au niveau du flou, quand il y a des cheveux qui dépassent un peu, ils vont être pris dedans. Alors des fois, ils sont complètement effacés. Et si on n'a pas l'image d'origine, on peut se dire, ok, de toute façon, il n'y avait pas de cheveux à ce moment-là. Mais quand on compare deux photos côte à côte, on a vite se rendre compte que, notamment dans cette situation, j'ai une petite mèche de cheveux à gauche qui est en train de se faire désintégrer sur la photo de l'iPhone. Oui. Et c'est pas forcément hyper gracieux. Mais bon, après, c'est une question de choix. C'est pas toujours hyper efficace. Pareil. Est-ce qu'il y a un match nul là-dessus entre un téléphone qui offre un dégradé plus naturel et plus doux par rapport à l'autre qui est un peu taillé à la serpe, mais en tout cas quand il taille à la serpe, il taille vraiment bien à la serpe. Ça sera à vous de décider. Faut pas hésiter à le dire dans les commentaires. Bagarrez-vous un petit peu sur des photos de portrait. Attaquons-nous maintenant au mode portrait, mais avec le module principal. Et vous allez voir encore une fois les deux écoles se dérouler devant vous avec un Pixel et un iPhone qui ont deux approches. J'en reconnais un par rapport à l'autre. Déjà, effectivement, on a une légère différence de focale dans ce mode portrait. Oui, on a une légère différence de focale où principalement le Pixel va recadrer un tout petit peu. Il est toujours un peu plus zoomé que l'iPhone. Bon, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ça offre une perspective des visages un peu plus attrayante. C'est toujours un peu mieux pour les portraits d'avoir une focale un peu plus longue. C'est notamment l'avantage quand ils sont longs téléobjectifs entre la différence entre l'iPhone et le Pixel. Bon, alors après, c'est une question d'esthétisme, mais c'est vrai que quand on a un nez un peu fort ou un menton un peu prononcé, on va préférer une focale plus longue qu'une focale courte qui a tendance à déformer un peu les visages. Ouais, on voit encore dans l'appréciation du détourage du sujet par rapport au fond. Effectivement, on a toujours ce côté pixel où c'est très net et très sharp partout, et d'un coup c'est très flou, avec un détourage impeccable, mais on va dire un contraste de netteté qui est très flagrant. Là où sur l'iPhone, effectivement, en tentant peut-être, j'ai l'impression d'être un peu plus progressif, le détourage portrait de l'iPhone crée aussi des légers artefacts. Alors ça reste bien plus convaincant qu'il y a quelques années, et le résultat est plutôt pas mal du tout. Et voilà, on aura un peu comme pour le module selfie, ici, ce côté très superposé du Pixel, et moins clean et plus, on va dire, organique du côté de l'iPhone peut-être. C'est exactement ça, on peut le voir dans les cheveux de Diana ici présent. C'est vrai que le Pixel, il va essayer de conserver tous les cheveux. Il va le plus possible, il voit un visage, il voit une chevelure, il dit tiens, ça, il faut que ça soit dans le champ. Donc il va essayer de les conserver, quitte à faire des trucs un peu bizarres. Donc là, elle avait les cheveux qui virevoltaient pas trop, mais par grand vent, à mon avis, ça aurait donné des résultats très originaux. Alors que l'iPhone, il dit tant pis, ces cheveux-là, c'est des mèches. De toute façon, les gens, ils savent même pas qu'elles sont là au départ. On les efface, on floute un petit peu tout progressivement.
pour finalement un résultat qui est un peu plus naturel. Donc évidemment, on notera toujours la différence de focale qui a qui va changer un peu la façon dont on voit le visage, mais sur la gestion du flou, sur la gestion de l'arrière-plan, et l'iPhone quand même fait des bons résultats. Après sur le piqué, le capteur du pixel étant plus défini, il offre des photos qui sont un peu plus piquées, mais là on voit tous vos pores de la peau, donc il ne faut pas avoir de points noirs. Il faut vraiment avoir une peau complètement parfaite avant de se faire photographier, ce qui n'est pas toujours évident quand on est pris en pleine rue comme ça. On attaque le dernier mode un peu symbolique de ces smartphones qui avait d'ailleurs été un peu inauguré avec les pixels premiers du nom. C'est ce fameux mode nuit qui a poussé les smartphones dans une catégorie un peu unique et qui n'appartient qu'à eux, parce que c'est la computational photographie. On arrive à des moments où on prend la photo et puis on en crée un petit peu au passage. Et depuis, tout le monde s'est un peu lancé à la poursuite de Google pour faire des photos que même votre œil nu n'aurait pas pu forcément voir dans la vraie vie. Vous allez voir, les photos que tu as prises, Louis, sont étonnantes parce qu'elles sont censées être des photos de nuit, on dirait qu'on est en plein jour. Voilà. Alors, c'est des photos, on n'est pas totalement dans la pénombre complète, mais les photos qu'on va vous présenter là, par exemple là c'est au Stade de France, pendant un match France-Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'auraient été les conditions de luminosité comme tu l'aurais vu à travers tes propres yeux? Alors moi j'avais même des photos faites avec d'autres appareils photo qu'on aurait pu avancer, mais en fait là il faut vous dire que le ciel normalement dans les deux cas il est noir, complètement noir, que la pelouse on la voit quasiment plus, et que pareil les lumières rouges là-bas au fond c'est vraiment des petits spots, et seul point dans la nuit ces petits flashs de téléphone, en fait ça fait vraiment un aplat noir et juste du blanc qui sort dessus en fait. Donc là on est vraiment pas dans la science-fiction mais dans la recréation d'images et ça révèle des détails, c'est génial et en même temps c'est plus vraiment réaliste. Non voilà, c'est que les modes nuit, alors c'est hyper impressionnant pour voir vraiment presque dans la nuit pour se dire tiens de loin ce panneau je sais pas ce que c'est, je le prends en photo, d'un coup je le vois. Par contre effectivement c'est plus vraiment l'ambiance qu'on avait au stade, même si ça reste assez esthétique, assez joli, mais on n'est plus vraiment dans ce noir presque total avec juste une lumière scintillante. Là, on voit, il y a un peu de, on voit bien la pelouse, on voit bien les travées du stade. C'est quand même assez facile à distinguer. Et une fois ici encore, on voit les différences de colorimétrie optées par les deux constructeurs, puisque du côté du Pixel, les spots bleus et rouges sont présents, mais ils ne sont pas très marqués. Par contre, du côté de l'iPhone... Là, il y a du pâté. Hein. Ouais, là, on dirait une bonne couche de gouache qui a été étalée. Et ils veulent vraiment vous montrer que ça sursature bien. La pelouse aussi, elle est bien verte alors qu'elle est plus terne du côté. Ça, c'est le choix d'Apple, c'est vraiment de montrer qu'il y a des couleurs. J'aime bien la pelouse d'Apple qui a l'air effectivement plus verte, mais aussi un peu moins bruitée que celle de Google. Mais là, sur les lumières, effectivement, je retrouve le défaut qu'on a avec le soleil en contre-jour, qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Le Pixel, j'ai l'impression qu'il arrive à beaucoup mieux gérer les sources de lumière directe qui lui arrivent en pleine face et qu'il arrive un peu à les contenir. Là où chez Apple, ça part dans des grosses tâches. Ouais, ça part dans des grosses tâches. C'est après c'est un choix esthétique. On va se dire encore sur un écran de smartphone, si vous posez ça sur Instagram, ça sera joli. Après voilà, c'est que les modes nuit, ça dénature un peu l'ambiance puisque normalement le ciel il est vraiment très noir. Du coup là le ciel il est pas très noir, il est très gris vert, gris rose, voilà, c'est plus vraiment la nuit, quoi. C'est entre chien et loup, si on peut dire. On vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez essayer aussi de modifier un peu à la main les temps d'exposition pour avoir des résultats qui vous semblent plus réalistes. Là, Louis a vraiment fait le mode automatique, c'est-à-dire tel que les caméras les jugeaient. C'est ça, c'est le mode vision de nuit chez le Pixel et c'est juste le mode nuit chez l'iPhone. Voilà, ils ont tendance un peu à pousser le temps d'exposition et après à fusionner toutes les photos en une et à mélanger le tout avec de l'IA, des algorithmes, en veux-tu, en voilà, et du coup on a ces résultats. Voyons d'autres cas du coup. Voyons d'autres cas. Alors là on est place de la République à Paris, et pareil c'est disco. C'est ça, c'est assez disco, donc là il faisait encore assez sombre encore une fois aussi. Et on a encore un choix aussi différent sur les couleurs, puisque d'un côté on a du rouge très vif, et de l'autre côté on a un petit rouge plus pâle, quoi. C'est vraiment le Pixel il choisit de moins saturer les couleurs, et autant de jours. Quelque part, on préfère les couleurs de l'iPhone sont plus sursaturées. De nuit, finalement, le Pixel, on se dit qu'il fait peut-être un meilleur travail, quoi. Il fait un meilleur travail. Après, je suis étonné parce que j'ai l'impression que les textures, notamment du pilier sous la statue verte, sont plus précises et détaillées sur l'iPhone que sur le Pixel. Encore une fois, à voir des fois dans certains cas. Après, d'autres moins. On ne peut pas trop savoir comment fonctionne l'appareil photo en interne et peut-être le tambouille logiciel très poussé qui lui il s'est dit là j'ai tel cas de figure, j'ai telle exposition, j'ai telle lumière, il faut que je pousse mes micro-contrastes à fond. Du coup, c'est pour ça qu'on a une photo qui paraît un peu plus détaillée, qui en fait ne l'est pas, puisqu'on rappelle que c'est le Pixel qui est le capteur le plus défini entre les deux appareils. Comme quoi. Et on vous rappelle que là, c'est une scène de nuit dans la vraie vie. Hein. Ouais, Dernier point de la scène de nuit, et vous allez voir à quel point ces modes sont un peu fous, mais des fois un peu trop, c'est que là, pareil, on est censé être de nuit, puisque vous voyez que des lampadaires sont allumés, par exemple, les lumières chez les gens sont allumées, et on a l'impression qu'en fait, on est en fin d'après-midi. C'est ça, l'impression qu'on est, même en fin d'après-midi, oui. C'est ça, le soleil vient à peine de tomber, et finalement, non, là il faisait bien nuit aussi.
Et on remarque encore une fois les traitements d'images différents avec un ciel plus neutre chez Google et un ciel plus poussé chez Apple. Et aussi une teinte chez Apple qui est un peu plus artificielle, peut-être avec des couleurs plus jaunes. Ils essayent vraiment de rattraper les lumières. C'est impressionnant parce qu'effectivement, on voit rien dehors et tout d'un coup, pouf, on voit tout bien, les lumières sont bien rattrapées, il fait plus sombre nulle part. Mais du coup, c'est pas vraiment la situation qu'on a envie de capturer, quoi. Si on voulait une ambiance un peu de nuit, un peu mystérieuse, bah non, en fait, c'est raté parce que là, du coup, il fait pas jour, mais pas loin, quoi. On a vu plein de modules, on a vu des modes, et maintenant on va commencer à combiner des modes et des modules. Donc on va faire le portrait de nuit. Donc on va cumuler le mode portrait et le mode nuit. Ça commence à devenir difficile et un peu costaud pour ces téléphones. Comment ils s'en sortent? Alors, ils s'en sortent pas mal. Okay. Il ne faut pas trop zoomer dans l'image non plus, quoi, quand même. Oui. Voilà. Si on regarde ce que font les portraits par basse luminosité, on voit un petit peu les mêmes schémas qui sont opérés depuis le début, c'est-à-dire que l'iPhone, il va essayer de faire un détourage plus ou moins progressif, quitte à flouter plus de cheveux pour proposer un fond un peu plus naturel. Quand le Pixel, lui, il va garder une photo bien plus piquée parce qu'il a un capteur plus défini et il va essayer de garder plus de cheveux. Sauf qu'on le voit, si jamais il y a un peu d'interférence lumineuse derrière, comme dans le cas de la photo de l'iPhone, et bien d'un coup, les couleurs de l'iPhone, c'est chassé naturel, il revient au galop, ils mettent un coup de saturation à mort. Donc là, on mélange un peu le pire des deux mondes. Donc on a une photo pas très détaillée parce qu'il fait nuit, on a une photo très sursaturée parce qu'il y a une lumière derrière, et avec par contre, et donc un personnage qui paraît très très détouré du coup parce qu'il y a un aplat de couleurs derrière. Tout à fait. Après, on vous rappelle encore une fois, ce sont des conditions catastrophiques puisque à l'œil nu, on est quasiment dans le noir, on est très très peu éclairé sur cette place de la République et que je trouve, encore une fois, même si toi, Louis, tu vas voir tous les défauts, moi, à la place d'un consommateur, d'un photographe amateur, je me dis quand même qu'en 2021, je peux faire des portraits de nuit à main levée lisibles, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est ça, c'est plutôt lisible. Et surtout, là, on chipote un peu, on est un peu méchant parce qu'on regarde ça sur une télé 40 pouces et pas grand monde va faire ça dans ses photos, zoomer à fond sur un grand écran. Et effectivement, si vous mettez ça là, vous mettez ça sur un smartphone, je vais vous dire, putain, c'est vraiment bien quand même au final ce qu'il faut faire aujourd'hui pour des smartphones. Alors là, on est sur le module principal, qui est évidemment le module le plus perfectionné. Mais si on passe maintenant au module le moins perfectionné de ces téléphones, qui est le module frontal, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on est de retour on quitte Diana, on revient vers toi. Alors, regardez-moi cette image du Pixel 6. Là, c'est complètement délavé sur le teint. Alors encore une fois, on sent que c'est plus net. C'est moins flou, il y a peut-être moins de flou de bouger, peut-être que le temps de pose est plus rapide, etc. Donc techniquement, c'est assez propre côté Pixel. Mais le rendu de ta couleur de peau, vraiment, je te jure, il faut que tu ailles voir un médecin. Ouais, non, là, c'est vrai qu'on dirait que j'ai pas mangé depuis longtemps ou que j'ai perdu 2-3 litres de sang. Mais c'est le choix encore de Pixel de faire des couleurs plus neutres, mais voire trop neutres là. Par contre, sur les cheveux, là, ils sont bien plus nets, comme toujours. Parce que l'iPhone, il va chercher à flouter un peu plus. Effectivement, le mode nuit marche un peu mieux chez le Pixel, puisqu'on se rend compte que la photo est quand même plus nette, ils ont dû faire une computation chargée. Et c'est aussi ce mélange de netteté des visages, mode nuit avancé, plus un choix de façon générale quand même toujours un peu plus net, de faire une photo qui est un peu plus propre, même si on préférera le rendu colorimétrique de la photo de l'iPhone, qui est un peu plus proche de mon teint de peau naturel. Après voilà, la photo du Pixel, quelque part, elle est peut-être un peu plus exploitable, on peut l'envoyer plus facilement, on se dira pas, tiens, celle-ci elle est floue, elle est de nuit. Mais bon, on est quand même sur un mode portrait, caméra frontale, par basse luminosité. Bon, on leur demande quand même beaucoup au final. Ouais, et franchement, je suis vraiment, moi, déjà très impressionné. On a du coup fait le tour avec Louis, on va dire, des modes communs et des modules communs à ces deux smartphones. On vous rappelle aussi qu'il y a des modes que chacun possède et que l'autre n'a pas. Tout à fait. Du côté de l'iPhone, on a le mode macro qui a été vachement mis en avant par Apple. Alors en fait, c'est pas vraiment un mode macro comme on l'entend en photographie traditionnelle, mais ça permet de prendre des photos très rapprochées. Et c'est une petite astuce logicielle assez intéressante, c'est-à-dire que quand vous êtes avec votre appareil photo, vous allez vous rapprocher et quand vous allez arriver à moins de 2 cm à peu près de l'objet, il va passer automatiquement sur le module très grand angle et va permettre de faire de la mise au point de façon très proche, ce qui n'était pas possible avec d'autres smartphones jusqu'à présent. On a déjà vu des modes macro sur certains téléphones concurrents, c'était jamais extrêmement probant, à quelques exceptions près, et là sur l'iPhone ça marche assez bien et c'est assez bluffant parce qu'on peut vraiment se rapprocher très très près et faire des photos plutôt réussies. Alors on peut le voir notamment sur ces photos de fleurs devant nous. On a une photo qui est prise au plus près de l'iPhone et au plus près du Pixel. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle. Je pense qu'il y en a un qui a dit vas-y, laisse tomber, je te donne ce point. Alors voilà, les smartphones permettent de faire des photos assez proches, une mise au point assez proche. Mais là,
on est trop proche pour le Pixel. De toute façon, il a dit ça sert à rien. De toute façon, passer 15-20 cm, il abandonne complètement. Alors que c'est l'iPhone, on peut vraiment se rapprocher de très proche. Impressionnant. Ouais. Faut pas zoomer à 200% évidemment Non. comme pour tout, mais c'est quand même plutôt joli et on Ça peut fait le multiplier job. les effets. On l'a vu aussi sur notre photo d'un joli petit toutou. Vous voyez, on voit JB, notre réalisateur. Voilà, on voit la texture De de la truffe quand même. C'est quand même assez impressionnant. Encore une fois, pour de la photo à main levée qu'on emporte partout avec nous sans avoir un objectif ou un appareil dédié, ça fait quand même pas mal le job. Ouais, c'est quand même assez marrant parce que bon, là, on a vu des portraits, on a vu des paysages, des photos plus traditionnelles, mais des photos qu'on faisait déjà vachement avant. Et là, d'un coup, on voit ça, on peut vraiment s'amuser à faire des photos très rapprochées. Là, Apple, il propose une fonction qui est assez intéressante. Alors attention, toujours, quand on est trop proche de l'objet, il y a l'ombre portée du téléphone qui à un moment va intervenir et va venir camoufler complètement la photo. Mais si on a une bonne luminosité, comme pour la truffe, on peut avoir une photo assez marrante. Et même, se rapprochant encore plus, on peut voir l'œil. Et si on regarde dans le détail de l'œil, alors c'est pas le meilleur piqué du monde, mais on voit quand même notre iPhone et avec notre caméra de JB juste derrière qui se reflète parfaitement dans la rétine de ce petit On toutou. dirait le rebondissement d'un thriller, on a enfin vu le visage du tueur. C'est ça. Absolument incroyable. Il y a aussi des modes inédits qui n'appartiennent qu'au Pixel 6 au Pixel 6 Pro, qui ont été présentés par Google, et notamment le système de floutage par zone ou le système de défloutage aussi automatique d'objets en mouvement, de personnes en mouvement. C'est assez impressionnant et ça permet d'avoir des effets vraiment réussis. Par contre, il faut l'utiliser un peu avec parcimonie parce que si on pose trop dans ce retranchement, on va avoir des photos un peu ratées, des photos qui ne sont pas complètement naturelles. On a aussi chez Pixel une option qui plutôt en post-production qui est la faceur d'objet. On avait déjà consacré un article dessus, Samsung fait pareil, c'est vraiment assez bluffant. Vous appuyez sur un objet au premier plan, une canette, une voiture, un bâtiment, il va arriver à faire le contour tout seul et il va l'effacer du mieux qu'il peut. Et sur certaines photos de paysage, c'est vraiment assez bluffant comme technique. Et ça, l'iPhone ne propose pas encore. Qui est le gagnant? Y a-t-il un gagnant? Eh bien déjà, on va vous donner un gagnant, on ne va pas s'échapper. On ne va pas esquiver en disant « Oh, voilà, c'est kiff-kiff ». Il y en a peut-être un que Louis préfère et un que je préfère, et ça va aussi dépendre un peu de l'usage. Louis, qui est le vainqueur pour toi? Alors, pour moi, je sais, c'est compliqué à décider. Hein, voilà, si je me mettais à la place des numériques, parce qu'on aime bien faire des petites notations numériques, le meilleur en photographie, c'est le Pixel 6 Pro. D'accord. Voilà. Mais l'iPhone est juste derrière. Si le Pixel 6 gagne, c'est parce qu'il a un meilleur téléobjectif. Il est vraiment très impressionnant. Ouais. Et par basse luminosité, il est quand même toujours un cran au-dessus. Après, dans l'usage au quotidien, je pense que je préfère utiliser l'iPhone qui, on en parlait un peu en off, c'est un peu le téléphone pour les feignants, quoi. Il fera tout bien, sans forcer. C'est vraiment le téléphone, vous le sortez, c'est le point and shoot, il fera des jolies photos, elles seront flatteuses, elles seront réussies, le portrait, ça sera parfait. Après, si on est un peu plus pointilleux, comme toi, j'ai envie de dire, oui. Peut-être que le Pixel, il a peut-être plus tes voix. Ouais, je pense que mon gagnant aussi, c'est le Pixel 6 Pro. Parce que, comme tu le disais, une meilleure définition, notamment sur un téléobjectif qui vraiment dépasse de la tête et des épaules. Des modes photo aussi qui m'intéressent. Après, effectivement, il y avait un choix où je suis peut-être un peu moins super grand angle, un peu plus téléobjectif avancé. Et là-dessus, l'approche du Pixel 6 Pro me sied plus. Et effectivement, comme vous aimez retoucher un peu vos photos, j'ai l'impression d'avoir plus de latitude. Donc, moins de retouches déjà pré-posées par le constructeur. Et donc, voilà, je suis un peu moins feignant et je préfère le Pixel 6 Pro. Après, il restera un dernier point, c'est aussi un des éléphants dans la pièce, c'est la vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo, c'est de plus en plus important pour les gens. On s'est focus vraiment sur la partie photo. Mais c'est vrai qu'en vidéo, l'iPhone 13 est vraiment l'étalon maître, puisqu'il filme en 4K 60 fps HDR, il a un mode ProRes. Là où les pixels ont longtemps été derrière et que le Pixel 6 Pro, même sur le papier, pour l'instant n'est pas à la hauteur. Ce sera l'occasion peut-être de faire un test. En attendant, victoire pour nous du Pixel 6 Pro sur l'iPhone 13 Pro. On est sur 2 super téléphones. Et puis on vous rappelle aussi qu'on teste beaucoup de smartphones et de photophones de très haut niveau. On vous rappelle qu'il y a des téléphones de chez Vivo, de chez OnePlus, de chez Samsung avec le fameux S21 Ultra et le S20 Ultra qui sont parmi les meilleurs photophones du marché, qu'il faudra bien garder en tête lorsque vous ferez votre choix. Et puis des téléphones aussi prometteurs qui arrivent. Ouais, il y a un téléphone qu'on vient de recevoir qui est le Sony Xperia Pro I et pas Pro 1, parce que ça existe déjà. Et celui-ci, c'est un smartphone qui est équipé d'un capteur principal de 1 pouce. C'est-à-dire c'est un capteur qui est beaucoup plus grand que ceux qu'on trouve traditionnellement dans les smartphones. C'est un capteur qui est hérité de Compact Expert qui s'appelle le Sony RX107, si je me souviens bien. Donc voilà, donc normalement c'est un photophone excessivement cher, mais qui est très prometteur en photo, notamment pour les amateurs de belles images et qu'on a hâte de tester dans le numérique. Vous imaginez bien, comme à la fin d'un bon film d'horreur, il fallait un gagnant, mais il fallait aussi un dernier petit rebondissement. Voilà. Merci Louis. Merci Lame. À très vite. Laissez des petits pouces bleus sur la chaîne, laissez des gentils commentaires si vous avez des questions auxquelles Louis se fera un plaisir de répondre. On vous met aussi un lien vers toutes les images que Louis a prises pour que vous puissiez faire des petits comparatifs à 700% dans le point de l'image et voir quel est le meilleur piqué et le moins de distorsion.
On vous fait plaisir en tout cas. À Et très vite. Ceux qui veulent les images dédicacées, ils le disent en commentaire et je les dédicacerai une à une. Je sais Au revoir. pas dans quoi tu t'es embarqué. À très vite.